Bonjour tout le monde. Donc, je me présente, Alexandre Hébert, je suis avocat chez Inan Blakey. Je remplace Étienne Dubreuil qui devait donner la présentation aujourd'hui, qui s'excuse, mais il devait donner une autre formation à l'École du barreau à Québec. Aujourd'hui, nous allons parler de la régie d'entreprise et des actifs informationnels, soit la diligence raisonnable pour transiger avec le privé. Essentiellement, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est de tracer les grandes lignes de, un, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire la régie d'entreprise, puis deux, on va surtout essayer de parler de conseils pratiques que vous pourriez vouloir mettre en place dans chacun de vos organismes. Juste peut-être pour vous expliquer un petit peu qui je suis avocat depuis 3 ans chez Inan Blakey. Auparavant, j'étais ce qu'on appelle communément dans le jargon un CSA pour différents fournisseurs Internet de la région métropolitaine. Fait qu'aujourd'hui, malgré le fait que je dois donner une présentation, ça m'a fait du bien d'entendre parler d'MPLS, de QoS, de fibre optique et tout ça. On va essayer de garder la présentation un peu plus courte que ce qui était prévu parce que j'ai vu qu'on avait peut-être été un petit peu ambitieux dans la façon de présenter le sujet pour qu'on puisse peut-être parler ensemble à la fin des questions que vous pourriez avoir sur le sujet. Donc, de quoi on parle aujourd'hui? On va parler du fait que les règles du jeu ont peut-être changé dans le marché depuis quelques années. On va ensuite tracer rapidement un portrait de la législation qui est applicable et d'expliquer c'est quoi, en gros, un modèle de gouvernance. On va ensuite traiter des actifs informationnels pour finalement terminer en parlant de certaines recommandations pratiques qui pourraient être mises en place dans différents organismes. Donc, on se fait plaisir, on fait une petite revue d'actualité. Pourquoi on se fait plaisir? C'est parce qu'il y a des cas qui sont assez juteux de ces temps-ci. Premier cas. Urani, c'était essentiellement un administrateur réseau pour la banque TD dans la région de Calgary. De par sa position, il a décidé que c'était probablement une bonne idée d'avoir accès au courriel de certains des grands décideurs de la banque TD de Calgary pour ensuite utiliser les informations confidentielles qu'il était capable d'aller chercher sur ces courriels-là pour faire des transactions qu'on qualifie de transactions d'initiés sur le marché. En gros, les transactions qu'il a effectuées sur une période d'à peu près 12 mois lui ont rapporté 118 000 $. Deuxième cas, le cas de Sony PlayStation, dont vous avez peut-être entendu parler dans les derniers mois. En avril 2011, Sony a été la victime d'une attaque de pirates informatiques. En fait, si on veut être bien honnête, je pense que les attaques ne sont pas terminées encore. Selon les données qui ont été communiquées, il y a environ 100 millions d'utilisateurs dont les données ont été dérobées durant les premières attaques. Ça veut dire quoi, les données? Ça veut dire le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse de courriel. Ça peut être même le numéro de carte de crédit, la date de naissance, etc. Jusqu'à présent, Sony n'a jamais révélé de façon exhaustive c'est quoi les renseignements qui avaient été dérobés. Tout ce qu'on a dit, c'est qu'effectivement, il y a des documents il y a des renseignements qui ont été dérobés, puis on s'en excuse. Qu'est-ce que ça a eu comme impact? Bien, la fermeture du site. Je ne sais pas si vous êtes au courant de comment ça fonctionne, mais essentiellement, les utilisateurs peuvent jouer en ligne sur différents jeux. Donc, cette option-là qui était disponible dans leur console a été fermée durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, le temps de régler les problèmes de sécurité. Ensuite, la plateforme a été remise en ligne pour encore être la victime de pirates informatiques. Jusqu'à maintenant, la situation n'est pas encore résolvée complètement. On s'attend encore à ce que Sony mette en place des mesures de sécurité qui sont encore plus robustes. La dernière mesure de sécurité qui a été envisagée par les administrateurs, c'est de stocker toutes les données qui étaient personnelles ou confidentielles sur des serveurs qui étaient à l'extérieur du réseau de Sony PlayStation. Fait que c'est une histoire à suivre. Troisième cas, c'est le cas de Honda Canada. Ça, c'est très récent, c'est en février 2011. Elle aussi, Honda, a été victime de vol d'informations. On parle d'informations confidentielles qui visaient plus de 280 000 de ses clients. On parle de nom, d'adresse de clients ainsi que des informations sur le véhicule. Encore une fois, Honda n'a pas été très, très loquace sur le type d'information qui a été dérobée. On dit simplement que c'est des informations à caractère sensible. Honda a été obligé d'envoyer une lettre à chacun des clients dont les informations avaient été dérobées pour leur dire qu'il avait été touché par le vol et qu'il y avait certaines informations qui avaient été dérobées par les pirates, mais qu'on ne savait pas en date du communiqué quelle utilisation pourrait être faite de ces renseignements-là. Et le dernier cas, c'est le cas d'un cabinet d'avocats national qui n'est pas Inan Blakey, mais dont je ne révélerai pas le nom, qui a été victime de 2006 à 2010 de vol d'informations confidentielles ou d'informations privilégiées de par un de ses administrateurs réseau. Ce
qui est un peu problématique dans ce cas-ci, c'est que l'AMF, qui a été mise au courant des transactions d'initiés qui ont été effectuées par cet administrateur réseau-là, a initialement voulu embarquer le cabinet d'avocats porter des accusations contre le cabinet d'avocats qui était l'employeur de cet administrateur réseau-là. Le cabinet en question a réussi à éluder sa responsabilité en disant qu'il avait mis en place des règles et des procédures strictes quant à l'accès des dossiers de nos clients, mais qu'ils avaient été trompés par un employé qui, comme gestionnaire informatique, avait nécessairement accès à tout notre système. Donc, la défense qui a été présentée et acceptée par l'AMF, c'est de dire que une diligence raisonnable avait été mise en place par le cabinet d'avocats, ce qui faisait en sorte que l'AMF n'a pas pu déposer d'accusation contre eux en tant qu'employeur de l'employé en question. Ça nous amène à couvrir un peu c'est quoi la législation qui est applicable dans le cas des données de l'entreprise et qu'est-ce que ça veut dire un modèle de gouvernance. Le cadre législatif, on a différents paliers. On a au niveau provincial la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. On a son équivalent dans le domaine public, qui est la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels. Au niveau fédéral, c'est la loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques, la loi sur l'accès à l'information, la loi sur la protection des renseignements personnels. C'est un survol de la législation. Il y a certaines lois qui sont applicables seulement dans certains domaines particuliers. Ça, c'est les grands principes. Une autre disposition législative qui est pertinente, c'est dans la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, où on fait la définition de qu'est-ce que c'est un renseignement personnel. Donc, un renseignement personnel, c'est tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. Et ensuite, on a le grand principe de l'article 10 qui dit « Toute personne qui exploite une entreprise et recueille, détient, utilise ou communique des renseignements personnels sur autrui doit prendre et appliquer des mesures de sécurité propres à assurer le caractère confidentiel des renseignements. » Ce qui est particulier, c'est que l'obligation est un peu floue parce qu'on dit doit prendre et appliquer des mesures de sécurité propres à assurer le caractère confidentiel. Ce n'est pas des mesures qui sont spécifiques, c'est vraiment une obligation générale. Dans la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, on a l'équivalent qui est applicable aux organismes publics, qui dit « Un organisme public doit prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués, conservés ou détruits, et qui sont raisonnables compte tenu notamment de leur sensibilité, de la finalité, de leur utilisation, de leur quantité, de leur répartition et de leur support. » Donc, ce que ça nous dit, en gros, c'est que chaque renseignement doit être traité de façon différente, dépendamment de c'est quoi la sensibilité. Pour savoir comment on doit traiter d'un renseignement qui est contenu sur un réseau informatique, la première affaire qui est importante de faire, c'est de se poser la question « Qu'est-ce qu'on a sur notre réseau informatique? » Parce que ce n'est pas le même traitement qui va être requis par la loi pour chacun de ces renseignements-là. On a aussi la responsabilité de l'employeur, que ce soit dans le domaine public ou dans le domaine privé. L'employeur peut être tenu responsable des gestes de ses employés, soit par sa propre faute ou par l'entremise de l'article 1463 qui prévoit la responsabilité des commettants. Donc, c'est le régime général de la responsabilité. Essentiellement, ce que ça dit, c'est qu'un employé qui est dans notre entreprise ou dans notre organisme, on a la responsabilité de ses faits et gestes pour tout ce qui est fait dans le cadre de son emploi. Bon, le modèle de gouvernance, qu'est-ce que c'est? Moi, je ne suis pas un expert en gouvernance, mais on peut présenter 5 grandes étapes qui expliquent c'est quoi un modèle de gouvernance. Pour vous donner un résumé de qu'est-ce que ça veut dire ou qu'est-ce que c'est, un modèle de gouvernance, ça met en place des règles dans une entreprise ou dans un organisme public pour être capable de savoir quoi faire avec les données. Qui a le droit d'avoir accès aux données, quel traitement on doit faire des données, à qui on peut les transmettre, c'est quoi les règles qui sont applicables dans chacun des cas précis. Comme c'est un exercice qui doit être fait pour chacun des entreprises ou pour chacune des entreprises ou pour chacun des organismes privés, c'est un exercice qui doit être fait par chacune des entreprises ou chacun des organismes. Ça ne sera pas une recette qu'on peut appliquer à tout le monde parce que chacun a des données différentes, chacun a un traitement différent de ces données-là, puis chacun a des destinataires différents de ces données-là. Première étape. Il faut établir les éléments clés du modèle de gouvernance. Donc, établir, quel est le cadre juridique? C'est quoi les lois qui sont applicables à mon organisme? C'est quoi les lois qui sont applicables aux données que j'ai sur mon réseau? Il faut aussi, lors de la deuxième étape, établir l'architecture du modèle de gouvernance.
quelle est la structure organisationnelle de mon organisme ou de ma compagnie? C'est quoi les responsabilités? C'est quoi l'architecture des politiques? Essentiellement, ce qui est important de faire, c'est qu'il faut avoir quelqu'un qui est responsable en bout de ligne pour la sécurité des données d'une entreprise. Ça peut être un comité, ça peut être une personne qui est désignée, mais c'est important qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour répondre aux questions par rapport au traitement des données qui est fait dans l'organisme. Troisième étape, établir la gestion du risque. Identification des limitations, des protocoles, puis la continuité des affaires. Dans le cadre d'informatique, c'est facile à dire. Si, par exemple, on a une connexion Internet, est-ce qu'on est capable de vivre avec le fait qu'on a seulement un fournisseur Internet ou est-ce qu'on est capable de vivre avec le fait que cette connexion-là peut avoir des problèmes et qu'on n'a pas de solution de backup? Est-ce qu'on peut se baser seulement sur un réseau ou seulement sur un serveur? C'est toutes des données qu'il faut prendre en ligne de compte quand on fait un modèle de gouvernance. On va analyser, par exemple, c'est quoi les besoins de l'organisme ou de l'entreprise. On va regarder c'est quoi les solutions de rechange. Puis on va aussi regarder c'est quoi les solutions de continuité des affaires. Si le fournisseur Internet tombe, c'est quoi les alternatives qu'on a pour être capable de permettre à nos employés puis à notre entreprise ou organisme de continuer à faire affaire. Quatrième étape, c'est la gestion du modèle de gouvernance. Parce qu'une fois qu'on a mis en place des règles ou une structure qui fait en sorte qu'on comprend comment doivent être traitées les données, il faut que ce modèle-là évolue à travers le temps. Si, par exemple, il y a un changement dans le traitement d'une donnée ou s'il y a des nouvelles données qui rentrent dans l'organisme, il faut qu'il y ait une adaptation qui soit faite au modèle de gouvernance. Donc, c'est important d'avoir une gestion de ce modèle-là à travers les différentes étapes ou à travers les différentes nouvelles données qui vont être transmises ou traitées par l'organisme ou l'entreprise. Cinquième et dernière étape, c'est la conformité et le signalement. Tout à l'heure, on a parlé du cas de Honda. Honda a dû envoyer à ses clients qui avaient été victimes d'un vol de données une lettre à l'effet que les données avaient été volées. Pourquoi ils le font? C'est une disposition de la loi qui les oblige à faire ça, puis ça fait partie aussi de leur modèle de gouvernance. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a un vol de données qui est fait, eux autres, ils ont des étapes à suivre pour se conformer à ce modèle-là. Dans l'entreprise privée, pour votre information, il y a parfois des enquêtes qui sont faites par les organismes compétents pour reviser, par exemple, le modèle de gouvernance dans le cas où il y a des plaintes qui sont faites. Par exemple, très récemment, il y a la compagnie Google qui a dû revoir complètement son modèle de gouvernance suite à une plainte d'un client. C'était dans le cadre du programme qu'ils ont fait au niveau du... tu sais, les autos qui passaient, là, puis qui prenaient des photos, puis c'est Google Maps, là, ils ont pris beaucoup de données confidentielles sur les réseaux Wi-Fi. Ça veut dire que quand les autos passaient dans les rues, sans le consentement des gens qui étaient en charge de ce programme-là, ils ont capté beaucoup de données par les réseaux Wi-Fi ouverts qu'il y avait à travers leur route. Ça veut dire qu'ils ont capté puis ils ont emmagasiné plein de renseignements personnels puis des renseignements confidentiels qui appartenaient aux utilisateurs de ces réseaux Wi-Fi-là. Fait que les gens qui se sont rendus compte qu'il y avait eu un vol de données confidentielles ou une utilisation illicite de renseignements personnels ont fait une plainte. Puis à ce moment-là, Google a été sous enquête, puis ils ont dû refaire de fond en comble leur modèle de gouvernance qui a engendré des coûts astronomiques pour Google. Bon, comment identifier les actifs informationnels ou le principe de la boîte noire? Le principe de la boîte noire, c'est une espèce de concept qu'on a mis en place pour tenter d'expliquer comment on fait pour mettre en place, comment on fait pour identifier les actifs informationnels. Donc, si on prend soit l'entreprise ou l'organisme comme étant une boîte noire qui est connectée à rien, la première étape, c'est de regarder c'est quoi les données de mon entreprise ou de mon organisme qui sont stockées sur mes serveurs ou avec lesquels moi j'ai des interactions. Si on prend par exemple un cégep, un cégep, ça pourrait être toutes les données qui ont trait aux étudiants, les données qui ont trait aux examens, ça peut être s'il y a des rapports de recherche qui sont faits. Toutes les données qui sont stockées sur le réseau informatique du cégep feraient partie des actifs informationnels de l'organisme. C'est la première étape, c'est d'identifier toutes les données qui sont stockées sur nos serveurs puis avec lesquelles nous, on a une utilisation qu'on doit faire. C'est plus difficile qu'on y pense. Si, par exemple, on regarde juste le cas d'un bureau d'avocat, bien, c'est quoi les données qu'on a? Bien, on a des données sur nos clients, on a des données sur nos employés, mais on a plein d'autres données aussi qui sont stockées sur nos serveurs. Des fois, il y a des données qu'on va qualifier de données très, très confidentielles, puis on va mettre en place des mesures spécifiques pour que ces données-là ne soient pas accédées par des tiers. Des fois, on va qualifier des données comme étant des données qui sont dites publiques. Ça veut dire que chacune des données va recevoir un traitement différent, dépendamment de c'est quoi la sensibilité de cette information-là.
La deuxième étape, c'est qu'il faut regarder c'est quoi les données qui sont entrantes. Quand on regarde les données qui sont entrantes, c'est qu'on regarde tout ce qui rentre dans la société, dans l'entreprise ou dans l'organisme, soit par un client, soit par un partenaire, soit par un employé même qui pourrait envoyer des données. Fait que ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on a regardé c'était quoi les données, on regarde c'est quoi les données qui vont se rajouter à notre organisme. Fait qu'on va regarder les données reçues, puis on va aussi regarder c'est quoi les règles qui régissent ces données-là. Si on prend un exemple très, très simple, des fois, il y a des clauses de confidentialité qui accompagnent certains documents dont plusieurs compagnies ou organismes ne tiennent pas compte. Si, par exemple, on dit, bien, le document ci-joint vous est transmis sous réserve que vous n'ayez pas le droit de les transmettre à aucun tiers, sauf de notre consentement préalable, bien, est-ce que l'organisme qui stocke ces données-là ou l'entreprise qui stocke ces données-là sur son serveur est capable de faire en sorte que la règle qui est imposée pour le traitement de cette donnée-là soit respectée? Si on dit que ça prend absolument le consentement préalable de la personne qui a transmis les données, comment on fait pour s'assurer, en tant qu'entreprise ou organisme, qu'on a obtenu ce consentement-là dans le cas où un de nos utilisateurs ait besoin de transmettre cette donnée-là à l'extérieur? Le modèle de gouvernance fait en sorte que chacune des données qui rentrent est traitée selon les conditions qui sont imposées par le tiers qui envoie ces données-là. Ça peut sembler plus ou moins pertinent dans certains cas, mais dans d'autres cas, c'est très, très pertinent. Par exemple, dans le cas d'une transaction, si on dit que les données ne peuvent pas être transférées sans le consentement de quelqu'un, puis que sans qu'on soit au courant en tant que décideur ou en tant que gestionnaire d'un organisme, bien, on se rend compte que ces données-là ont été accédées par un tiers, puis que ces données-là, ou par un employé, puis que ces données-là sont sorties de notre réseau et ont été transmises à quelqu'un d'autre. Bien, on encourt notre responsabilité est engagée dans ce geste-là parce que c'est un de nos employés, dans le cadre de son travail, qui a posé un geste qui est contraire à un engagement qui a été pris par l'organisme ou par la société. Dernière étape, il faut analyser c'est quoi les données qui sont sortantes. Donc, on a regardé les données, on a regardé les données qui rentrent. Maintenant, on doit regarder à qui on envoie ces données-là. Qui sont les personnes à qui les données sont transmises? Les partenaires, les employés qui travaillent à l'externe? Est-ce que c'est des fois des paliers gouvernementaux? Puis on va regarder encore une fois s'il y a des restrictions à la transmission de ces données-là. C'est là qu'on fait le lien entre les données de l'entreprise puis tout ce qui sort. Ça veut dire que chaque fois qu'on ouvre un nouveau canal de sortie, bien, il faut qu'on encadre ce canal-là selon les règles qui sont imposées sur cette documentation-là. Pourquoi on fait ça? C'est qu'il y a certains grands principes dans la protection des données. Le grand principe, c'est que les renseignements personnels doivent être protégés au moyen des mesures de sécurité correspondant à leur degré de sensibilité. Donc, une fois qu'on a analysé c'est quoi les données de l'entreprise, quelles sont les données qui rentrent, les données qui sortent, on est capable de classifier ça selon le degré de sensibilité qui est requis pour chacune de ces données-là. C'est là qu'on va compléter notre modèle de gouvernance. Il y a certaines règles plus précises, des fois, qui permettent d'encadrer un petit peu le modèle de gouvernance d'une entreprise ou d'un organisme. Par exemple, l'article 4.7.3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques vient lister des mesures de protection spécifiques qui doivent être prises en compte. Ils disent des moyens matériels, par exemple le verrouillage des classeurs et la restriction d'accès au bureau. On s'entend que le verrouillement des classeurs, ça date peut-être de quelques années, c'était peut-être pertinent il y a quelques années, mais de nos jours, ce n'est pas vraiment le verrouillement des classeurs qui va être requis, c'est peut-être plus d'empêcher l'accès à certains dossiers électroniques ou certains folders électroniques. Ils disent que des mesures administratives, par exemple des autorisations sécuritaires et un accès sélectif. Un exemple pratique, nous, dans un bureau d'avocats, souvent, on doit mettre en place ce qu'on appelle des murailles de Chine. Une muraille de Chine, c'est quand il y a différents avocats du même cabinet qui travaillent sur des dossiers pour lesquels il pourrait y avoir un conflit d'intérêts. C'est-à-dire que, par exemple, avocat 1 travaille sur un dossier avec un client qui pourrait potentiellement avoir des conflits avec un deuxième dossier qui est travaillé par un deuxième avocat. Ce qu'on fait, c'est qu'on met en place une muraille de Chine où chacun des avocats s'engage à ne pas discuter avec l'autre avocat des renseignements de son dossier. Puis en plus, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place des restrictions au niveau de l'accès au dossier électronique. Ça veut dire que l'avocat 1 et son équipe ne pourraient pas avoir accès, même s'ils tentaient, au dossier de l'avocat 2, parce qu'il y a des restrictions au niveau des accès informatiques qui sont faites sur le réseau local. C'est le type de mesure qui doit être mise en place dans le cas de données qui sont d'une sensibilité extrême.
qu'est-ce que ça pourrait être la première ligne de protection? Bien, la première ligne de protection, ce serait la protection contre l'externe. Vous n'avez pas besoin de savoir c'est quoi un Vulnerability Assessment. Ça devrait être prévu dans le modèle de gouvernance. Mise en place d'un pare-feu avec des règles spécifiques au niveau des accès externes. Organisation de l'architecture de votre réseau local ou votre réseau étendu de façon à sécuriser vos données. Comme dans le cas de Sony PlayStation tout à l'heure, est-ce qu'il y a des données qui devraient être stockées à l'extérieur du réseau privé pour empêcher l'accès aux tiers qui veulent rentrer par le pare-feu à partir d'Internet? Des fois, on peut même se poser la question sur le choix de la connexion Internet et de la politique en matière de transmission des données du fournisseur Internet. La deuxième ligne de défense, c'est la défense contre l'interne. C'est-à-dire qu'on s'est protégé contre l'externe. On veut, tant que possible, empêcher les gens de pénétrer sur notre réseau pour prendre nos données. Mais est-ce qu'on se protège aussi contre nos propres utilisateurs? Qu'est-ce que ça veut dire, la protection contre l'interne? C'est, des ententes de confidentialité qui seraient signées par les employés, qui restreignent leur capacité de transmettre des informations qui sont confidentielles. 2, c'est on met en place une politique sur l'utilisation des ressources technologiques. Chacun des employés de l'organisme signe un contrat avec son employeur qui dit qu'est-ce qu'il a le droit de faire avec la connexion Internet, qu'est-ce qui est une utilisation acceptable, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire, puis qu'est-ce qui est prohibé complètement par l'organisme. De plus en plus, les entreprises vont mettre en place ce type de protection-là pour s'assurer que les ressources technologiques qui sont mises à disposition des employés sont utilisées d'une façon qui est correcte, d'une façon qui ne va pas mettre l'employeur dans une situation où est-ce qu'il va engager sa responsabilité. Puis ça permet aussi éventuellement, dans le cas où il y a des individus qui font des utilisations illicites des ressources technologiques, de pouvoir mettre en place un dossier sur cette personne-là puis d'amasser des données sur l'utilisation qui est faite. Pour être capable de mettre en place ces mesures-là, il faut avertir au préalable les employés. Donc, il faut mettre en place une politique de ce type-là. Un autre exemple, c'est de mettre en place des logiciels de type CMS pour restreindre l'accès à certaines données, restreindre l'accès à certains dossiers et aussi contrôler qui a accès à qui a accès à un dossier en particulier, qui a accès à un document en particulier et qui a transmis ce document-là en question. Et toutes les autres politiques du modèle de gouvernance. Rapidement, la confidentialité, c'est ce qui traite de l'engagement de l'employé de ne pas dévoiler les renseignements confidentiels pour la durée de son emploi. Et ensuite, suite à la cessation de son emploi, qui s'engage aussi à préserver l'intégrité des renseignements confidentiels avec lesquels il va le travailler durant son emploi. J'ai listé ici des items qui doivent nécessairement être analysés quand vient le temps de mettre en place une politique traitant de l'utilisation des ressources technologiques. Il faut regarder essentiellement tout ce qui est utilisé par l'employé sur le réseau informatique, les BlackBerry, les iPhones, les stations de travail, les accès externes, de façon à être capable d'encadrer le plus possible l'utilisation qui est faite par les gens qui utilisent notre réseau, que ce soit à l'interne ou à l'externe. Cette liste-là n'est pas exhaustive, c'est une liste qui traite essentiellement de la façon avec laquelle les employés vont utiliser les données confidentielles. J'attire juste votre attention sur la politique particulière pour les administrateurs des réseaux parce que, dépendamment avec qui on traite, on va avoir des règles qui sont un peu différentes. C'est-à-dire qu'un utilisateur qui a seulement des droits de consulter des documents ou qui a seulement le droit de transmettre certains documents ne devrait pas avoir les mêmes restrictions au niveau de son utilisation du réseau informatique qu'un administrateur réseau qui, lui, a des pouvoirs qui sont beaucoup plus grands. Par exemple, quand on regardait dans le dossier de Ourani ou le dossier du Grand Cabinet national, ces gens-là, c'était des employés, mais c'était aussi des administrateurs réseau. Donc, je pense que peut-être ce qu'on pourrait reprocher à l'employeur, c'est de peut-être pas avoir encadré de façon plus précise les accès que ces gens-là avaient au réseau informatique. Bon. La diligence nécessaire pour transiger avec le privé, pourquoi on se pose la question? Bien, c'est-à-dire que si un organisme public transige avec le secteur privé, nécessairement, la compagnie, elle, va peut-être avoir soit mis en place un modèle de gouvernance ou va avoir mis en place des règles qui font en sorte que les données peuvent être traitées seulement avec certaines conditions. Dans le cas d'un organisme qui n'a pas nécessairement mis en place un modèle de gouvernance, bien, il va falloir qu'il soit capable de se mouler un peu aux restrictions qui sont imposées par son partenaire privé. Le partenaire privé va mettre en place des règles, puis l'organisme, lui, va, par son engagement avec la compagnie, être obligé de traiter des données d'une façon qui va être acceptable pour son partenaire privé.
Ce qu'il faut savoir, c'est que, en prenant comme hypothèse, il n'y a aucun système qui est impénétrable. Parce qu'on se pose la question, jusqu'où il faut aller? Bien, si on se dit qu'il n'y a aucun système qui est impénétrable, c'est sûr qu'on ne demande pas à un organisme privé de s'assurer qu'il n'y a aucun vol d'informations qui soit fait ou qu'il n'y a aucun accès illicite qui va être fait sur des renseignements personnels. Ce n'est pas ça la norme qui va être mise en place. Il faut aussi se dire que les systèmes sont souvent interreliés. Vous le vivez au quotidien. Il y a des interconnexions avec différents partenaires qui sont faites. Donc, des fois, les accès ne sont pas faits directement sur votre réseau, mais ils peuvent être faits sur le réseau de vos partenaires. Puis, disons-nous aussi que l'intrusion dans un système peut permettre l'intrusion dans tout autre système. Ça veut dire que si quelqu'un rentre par votre firewall, bien, il y a des chances qu'il rentre dans votre réseau informatique, il y a des chances qu'il rentre dans n'importe quelle donnée qui est interconnectée avec votre réseau informatique. Donc, malgré que la protection des systèmes informatiques constitue un investissement, elle constitue pas moins un coût et une dépense substantielle, soit pour une entreprise ou pour un organisme. Donc, ce qui est important, c'est de savoir c'est quoi le seuil de diligence raisonnable qu'on doit mettre en place pour, à ce moment-là, être capable de mettre quelque chose en place au moindre coût, mais avec la protection adéquate qui est requise par la loi. Bon, quels sont les seuils de protection requis? Comme on a marqué, c'est qu'il y a une certaine réflexion qui s'impose. La prévention elle-même a ses limites, qu'elles soient technologiques ou économiques. Donc, en ce moment, il existe peu de forums à l'intérieur desquels les organismes publics peuvent facilement échanger sur le sujet. Je pense que le risque, c'est peut-être un forum qui va faire en sorte que les gens vont pouvoir commencer un dialogue à cet effet-là, de savoir est-ce qu'il y a des organismes, une université, est-ce qu'il y a un cégep qui a déjà commencé à mettre en place des systèmes de gouvernance? Est-ce que c'est des informations qui peuvent être échangées? Est-ce que c'est des modèles qui peuvent être appliqués d'un organisme à l'autre? Parce que le coût d'acquisition des technologies sécuritaires est ordinairement plutôt dispendieux. Les technologies sécuritaires sont ordinairement moins conviviales. Comme certains l'ont déjà écrit, le retour sur l'investissement en matière de sécurité des systèmes informatiques est moins facilement mesurable que sur d'autres éléments d'actifs. On achète un serveur, on est capable de l'amortir sur une période X, Y, Z. On achète un système informatique, c'est la même chose. Mettre en place un système de sécurité, bien, ça a des répercussions qui sont plus que juste sur l'amortissement de l'équipement lui-même, parce qu'on a vu tout à l'heure que ce n'est pas juste du hardware, ce n'est pas juste d'acheter un firewall, de le configurer, c'est de mettre en place des politiques, c'est de mettre en place des ententes, c'est d'encadrer tout le modèle qu'on doit mettre en place. Donc, le législateur a fixé une norme de conduite pour le conseil d'administration. Donc, c'est la même norme qui devrait s'appliquer sur le conseil d'administration d'un organisme, à savoir la prudence, la diligence et la bonne foi. Le mot prudence contient la notion de sagesse puis de conduite raisonnable, c'est-à-dire une conduite réfléchie. On ne demande pas aux administrateurs de tout connaître ni d'être experts dans tous les secteurs, mais on exige d'eux qu'ils agissent avec prudence et diligence. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut pas demander à un administrateur d'être au courant de c'est quoi les règles du pare-feu, c'est quoi toutes les ententes de confidentialité qui ont été mises en place, c'est quoi l'entente sur l'utilisation des ressources technologiques. On ne peut pas lui demander ça, mais on peut lui demander par contre de se renseigner. Donc, à tout le moins, l'administrateur a l'obligation de se renseigner adéquatement afin qu'il puisse prendre une décision éclairée. Puis se renseigner, ça veut dire que c'est de demander l'information. Demander au service informatique c'est quoi l'information qui est disponible, quelles sont les mesures qui sont mises en place actuellement, quelles sont les mesures qui pourraient être mises en place pour améliorer la situation. Donc, lorsqu'il est approprié, on doit obtenir l'information requise afin que les conseils d'une personne compétente, ainsi que les conseils d'une personne compétente afin de permettre la prise d'une décision éclairée. Ça peut être de demander l'aide d'un consultant, ça peut être de demander de l'aide d'un cabinet d'avocats, ça peut être de demander de l'aide de n'importe qui pour être capable de se faire une idée globale de qu'est-ce qu'il y a à faire dans l'organisme. Comme on a dit tout à l'heure, notre droit des sociétés permet à l'administrateur de se fier aux rapports qui lui ont été donnés par des experts sur le sujet et sur lesquels il est appelé à prendre une décision. Il n'y a personne qui pourrait remettre en cause ou en doute la décision d'un administrateur qui s'est basé sur des rapports qui lui ont été soumis. L'administrateur, lui, ce n'est pas un expert en informatique. Ce qu'il veut prendre comme décision, c'est une décision éclairée basée sur l'information qui lui a été transmise après qu'il ait demandé cette information-là. Les Américains appellent ça le Business Judgment Rule. Donc, les conseils d'administration devaient donc prévoir périodiquement, directement ou par l'intermédiaire d'un comité, une revue des éléments pertinents aux activités du groupe responsable des technologies de l'information. S'il y a un groupe qui est en charge des systèmes informatiques puis de la gestion de ces systèmes informatiques-là, c'est important de rencontrer ces gens-là, c'est important de leur poser des questions puis de se mettre à jour régulièrement pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a changé.
Le reste, c'est le conseil d'administration devrait développer des indicateurs clés dans les performances du département. Il faut être capable de faire des suivis. Il faut avoir des seuils. Il faut dire, par exemple, bien, moi, ce qui est important, c'est de rencontrer tel résultat dans une période X, Y, Z. On ne peut pas demander à son département informatique de remuer mer et monde, mais on peut leur fixer des objectifs qui sont précis, sur lesquels on va être capable de rendre des comptes. Donc, encore, on dit que le conseil d'administration devrait considérer la possibilité de créer un sous-comité responsable des technologies de l'information et de s'assurer que la responsabilité de la régie d'entreprise en matière de technologie a été assignée à des personnes de rang suffisamment élevé dans l'entreprise pour en permettre une discussion sérieuse au conseil d'administration. On ne peut pas donner ces responsabilités-là à quelqu'un qui n'a pas un droit de parole, à quelqu'un qui n'a pas une présence, disons, sur un conseil ou quelqu'un qui est capable de faire changer la façon de faire. Parce que sinon, c'est de donner des responsabilités à quelqu'un qui ne sera pas capable de mettre en place des structures, la structure adéquate. Donc, la conclusion. La cybercriminalité est une réalité du secteur privé comme du secteur public. Les risques d'intrusion ne vont pas s'en aller en s'amoindrissant, ça va être le contraire. Les entreprises privées, en ce moment, ils se font attaquer de toutes parts. Les grosses entreprises qui déploient des gros systèmes de sécurité se font attaquer. Les entreprises qui mettent en place les systèmes de sécurité les plus sophistiqués se font attaquer et avec succès. Donc, c'est sûr que les organismes peuvent être la victime ou peuvent être la cible de ces pirates-là dans un avenir qui s'en vient. Tous les intervenants du marché doivent mettre en place des règles afin de protéger leurs actifs informationnels. Comment ça va être fait? Mais ça, c'est un sujet qui est ouvert à discussion. Ce n'est pas quelqu'un qui va changer toute la façon dont toutes les universités ou tous les cégeps fonctionnent en ce moment. C'est peut-être l'occasion d'amorcer un dialogue en ce sens-là. Le secteur public devra emboîter le pas et mettre en place ses propres règles afin de protéger ses actifs informationnels et pouvoir ainsi transiger sur un pied d'égalité avec le secteur public et non pas être de suivre les règles qui sont imposées par le secteur privé. Donc, il faut savoir favoriser la recherche sur le sujet et faciliter l'échange de données avec les contrôles nécessaires. On devrait envisager d'aborder ce sujet-là au même titre que la recherche et l'échange de données pour éviter les pandémies, favoriser le dépistage et le traitement des autres types de virus. Parce qu'un virus, c'est une pandémie. Quand ça va commencer à se répandre partout, tout le monde va être affecté au même type. Ce n'est pas une question qui est simplement juridique, c'est une question qui est aussi d'éthique. Il faut qu'on se pose des questions sur la façon avec laquelle on traite des données en ce moment, puis c'est quoi la meilleure façon avec laquelle on va être capable d'évoluer dans les prochaines années, tant au niveau privé qu'au niveau, des organismes publics. Je sais que c'est un peu aride comme sujet. C'est pas quelque chose qui est facile avec lequel on peut traiter. Je pense que c'est nécessaire qu'on se pose des questions sur les données qui sont utilisées, qui sont gérées, puis qui sont stockées sur les serveurs des organismes publics. Nous, on est habitué de mettre ça en place pour des entreprises privées. Les entreprises privées, ils ont tout le temps la crainte de se faire poursuivre quand il y a des vols d'entreprises. Mais je pense qu'en ce moment, les organismes publics devraient envisager de mettre les mêmes types de restrictions en place pour justement protéger leurs actifs informationnels. Mettez-vous à la place du chercheur ou quelqu'un qui travaille pour l'université, qui stocke ses données, soit ces brevets qui sont en demande d'instance, soit ces résultats de recherche qui vont être publiés dans certains mois ou dans certaines années. C'est quoi la valeur que cette personne-là accorde aux données qu'elle a stockées sur les serveurs de l'organisme public? Puis c'est quoi les mesures que l'organisme public devrait mettre en place pour protéger ces données-là? Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne vois pas vraiment personne parce que j'ai le spot d'en face. Pas de question. Une question. Oui. Une petite question pour vous. Pierre Archambault, Centre d'études collégiales en Charlevoix. Qu'est-ce qui arrive avec l'info nuagique si un collège comme beaucoup de cégeps ont tendance à ne plus vouloir avoir de serveur et aller placer ça et Dieu sait où? Sont-ils responsables à ce moment-là des données qui sont déposées dans des serveurs qui sont je ne sais pas trop où? Un des éléments du modèle de gouvernance, c'est de mettre en place une gestion du risque. En ce moment, la gestion du risque, c'est de dire, je comprends que les données ne sont pas nécessairement stockées au Canada, aux États-Unis ou même sur des serveurs que je suis capable d'identifier. Mais est-ce que je suis capable de vivre avec le risque plus élevé que le stockage des données dans un endroit qui est externe à mon réseau informatique est acceptable pour cet organisme-là? Je
pense qu'il faut se poser la question du point de vue des données elles-mêmes qui vont être stockées sur ces serveurs-là. Je pense qu'il y a certaines données en ce moment qui ne pourraient pas, selon la plupart des modèles de gouvernance que moi j'ai vus, être stockées sur des serveurs externes qui ne bénéficient pas des mêmes protections qu'on a mis sur notre réseau local. Ça veut dire que notre réseau local, qu'on a bien barricadé, qu'on a bouché tous les trous, qu'on est capable d'être confiant qu'il n'y a personne qui va venir chercher ces données-là, il faut qu'on soit capable de vivre avec le risque de mettre ces données-là à l'extérieur. En ce moment, là, vous avez raison, parce que les données qui sont stockées sur les nuages informatiques, on ne sait pas sont où ces données-là. Hotmail, on ne sait pas sont où ces serveurs. Sont-ils aux États-Unis? Sont-ils en Europe? Sont-ils au Canada? Ils font ce qu'ils veulent avec ces serveurs-là, puis il y a des règles différentes qui s'appliquent là. Chacun des fournisseurs de cloud computing a des règles très, très différentes au niveau de la protection qu'ils vont donner au niveau des données. Puis si vous vous donnez la peine de lire c'est quoi les conventions de service, vous allez vous rendre compte que la protection qui est accordée à ces données-là est très, très mince par rapport à ce que certaines données devraient avoir comme protection. Par exemple, au niveau de la responsabilité du fournisseur de cloud computing, dans le cas où il y a un vol de données ou qu'il y a un accès illicite qui est fait à des données personnelles qui sont stockées sur leur serveur, bien, il n'y a pas une grosse responsabilité qui va être engagée par le fournisseur de cloud computing parce que ça fait partie de son modèle d'affaires, ça fait partie de son modèle à lui-même. Ça veut dire qu'un organisme doit se poser la question, est-ce que c'est des données pour lesquelles les seuils qui sont prévus par le fournisseur de services sont acceptables compte tenu de la sensibilité des données que je vais mettre là-dessus? Il y a peut-être des données qu'on va se dire, bien, moi, je considère que, par exemple, tout ce qui est courriel, qui n'est pas dans un domaine qui est protégé, peut-être que ça peut être acceptable de les mettre sur du cloud computing. Peut-être que, par exemple, il y a beaucoup d'informations qu'on stocke inutilement sur notre réseau interne qu'on va se dire, ça, c'est acceptable que ça soit mis sur du cloud computing. Mais tout ce qui est recherche, tout ce qui est R&D, tout ce qui est renseignement personnel, on va peut-être dire, bien, peut-être que ça, on va considérer que c'est mieux de le conserver à l'interne pour les prochaines années, en attendant que les règles au niveau du cloud computing changent. Peut-être qu'il va y avoir un fournisseur plus tard qui va donner une protection qui va être acceptable pour des données, pour des renseignements personnels, mais je ne pense pas qu'en ce moment, c'est le cas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Je vais laisser... en fait, si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez avoir réponse, sur le site Internet de Inun de l'équipe, vous allez pouvoir trouver mon courriel, ça va me faire plaisir. Soit vous envoyer une copie de la présentation, ou soit de répondre à des questions que vous pourriez avoir, parce que des fois, on ne couvre pas tout, on essaie de couvrir large, puis on parle vite parce qu'on veut couvrir le plus de sujets possible. Si vous voulez avoir une conversation un petit peu plus relaxe, puis une conversation qui est plus ciblée selon vos besoins, parce que je comprends qu'un cégep qui est situé à Valleyfield, moi je viens de Valleyfield, n'a pas les mêmes préoccupations nécessairement que l'Université de Montréal. C'est des règles qui sont différentes dépendamment dans quel organisme on travaille. Fait que ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, puis je vous remercie beaucoup pour votre attention.